Et sur la première à 7h36, cette question, la Suisse est-elle devenue une grande métropole, voire même un peu plus une mégalopole? Une étude de l'EPFL publiée aujourd'hui démontre en tout cas que le Röstigraben, c'est fini. Les villes, de Genève à Saint-Gall en passant par Zurich, convergent et défendent quasiment les mêmes intérêts. Et c'est en analysant les votations fédérales de ces 30 dernières années, commune par commune, que les auteurs de l'étude arrivent à cette conclusion. Il n'y a plus de fossé, stricto sensu, entre Suisse romande et Suisse alémanique. Le phénomène dépasse d'ailleurs les frontières suisses, tant en Europe qu'aux États-Unis. Les centres urbains sont de plus en plus homogènes. Alors, quelles conséquences tirer de ces conclusions? Conséquences politiques, par exemple. Comment les politiques doivent réagir à cette évolution? Faut-il aller jusqu'à modifier notre système démocratique pour mieux l'adapter à cette nouvelle donne? Notre invité ce matin est le professeur Jacques Lévy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vous êtes géographe et urbaniste à l'EPFL, directeur du laboratoire Coros. C'est votre laboratoire avec le laboratoire Alice qui a chapeauté l'étude dont on parle. Vous êtes à Genève, Jacques Lévy. On voit donc, selon cette étude, ce qu'on pressentait déjà, ce qu'on disait d'ailleurs au lendemain de certaines votations, que le Röstigraben s'affaiblissait toujours plus. Il s'affaiblit toujours plus depuis 10 ans, selon vos cartes, les cartes qui sont sorties de cette étude. Romans et alémaniques ne sont plus si différents qu'on pouvait encore le croire il y a quelques années, c'est ça? Oui, vous avez bien dit qu'on pouvait encore le croire il y a quelques années, parce que quand on a commencé vraiment à parler du Röstigraben, c'était après la votation de 1992 sur l'espace économique européen. Et déjà, on avait la même carte, c'est-à-dire que les grandes villes alémaniques comme romandes avaient à peu près de la même manière voté pour le rapprochement avec l'Union européenne, tandis que c'était les campagnes, avec, c'est vrai, un plus grand accent dans les campagnes alémaniques. Quand on dit campagne, c'est surtout du périurbain. Ce sont les banlieues plutôt que les campagnes. Ouais. Voilà, alors disons les banlieues élargies, les banlieues, mais plutôt les parties qui sont disjointes de l'agglomération, donc ce qu'on appelle en Europe le périurbain. C'est là qu'il y a la plus grande opposition, y compris en Suisse romande, même si cette opposition, elle est atténuée dans la mesure où effectivement la Suisse romande, dans son ensemble, est un peu plus proche dans ce type de vote des grandes villes de l'ensemble de la Suisse. Alors, donc c'est pas vraiment nouveau, mais disons que ça met un certain temps à se savoir. Et donc cette étude Shinkoseki donne, je dirais, une mesure très précise, puisqu'il a étudié l'ensemble des votations depuis qu'elles existent. Oui, Shin Alexandre Koseki, que vous citez, qui est ce chercheur, donc, qui est architecte et chercheur en urbanisme à l'EPFL. Alors, les préoccupations, néanmoins, des romans et des alémaniques dans les années 80, 70 étaient encore très différentes. Et ça, les cartes le montrent aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que depuis, on va dire, début des années 90, 20, 25 ans, tout cela s'est rapproché? Quelle explication donne le géographe, là? Ce qui a changé, c'est deux choses. D'une part, l'urbanisation s'est confortée. Et d'autre part, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Si on regarde les thèmes des votations, on constate que la géographie n'est pas la même. Si c'est la question de plus ou moins d'État, là on retrouve l'opposition classique entre des romans qui sont plus étatistes et des alémaniques qui sont, disons, plus libéraux, même si j'hésite à utiliser ce terme. Alors que ce qui a émergé, notamment aussi avec le poids de l'UDC comme un parti dominant de la scène politique suisse, c'est qu'on pose d'autres questions qui portent sur la relation entre identité et altérité, la relation avec ce qui n'est pas moi, que ce soit la religion, que ce soit l'orientation sexuelle, que ce soit le monde au-delà des frontières, c'est-à-dire l'Europe, ou le monde dans son ensemble. En fait, on a quasiment toujours la même carte, c'est-à-dire que les grandes villes sont beaucoup plus ouvertes à l'altérité, alors que les banlieues, et surtout le périurbain, y est plus réticent. Donc c'est le positionnement politique par rapport aux questions posées qui change et qui fait qu'on se rassemble entre villes de Genève à Romanshorn. Par contre, si on reposait la question du rapport à l'État, c'est ce que vous venez de dire, Jacques Lévy, là, le Röstigraben ferait sa réapparition. Oui, c'est ça. Il y a un vieux rapport gauche-droite qui n'a pas disparu, mais qui est, je dirais, de plus en plus fossilisé
par d'autres questions. Et là, on peut se poser la question, particulièrement en Suisse romande, de l'ajustement de l'offre politique par rapport au changement de la demande. On se demande si les partis ne croient pas encore vivre dans les années 70. Oui, effectivement. Il existe tout de même encore des différences entre romans, alémaniques et surtout tessinois, non? Même en 2016, même à l'issue des votations. Quelles sont-elles encore, ces différences? Oui, en effet, parce qu'en fait, dans le Röstigraben, il y a deux choses peut-être qu'il faudrait distinguer. Il y a d'une part ce rapport à l'État dont je parlais, et à ce moment-là, les Tessinois sont du côté des romans, avec une tradition davantage d'intervention de l'État, comme État-providence, apportant une redistribution forte. Mais il y a aussi autre chose. Mais en même temps, ils votent contre l'immigration de masse, les Tessinois. Voilà, mais ça, c'est l'autre sujet. Mais entre les deux, je dirais, il y a le rapport aux voisins. Les Alémaniques ont comme voisin principal l'Allemagne, les Romans la France et les Tessinois l'Italie. Et ils n'ont pas le même rapport avec ces voisins. Il y a un rapport de peur classiquement chez les Alémaniques, qui n'existe pas en Suisse romande, où c'est plutôt un rapport, disons, d'ironie, parfois un peu, voilà, de condescendance vis-à-vis de la pauvre France tiers-mondisée. Et puis les italophones, eux, ont un rapport un peu intermédiaire avec l'Italie, une détestation mêlée d'attirance. Donc chaque région linguistique a aussi son rapport avec le monde extérieur, et donc je dirais qu'il faut distinguer quand ce sont ce genre de questions qui sont posées, à ce moment-là, cela active la culture particulière du rapport avec le voisin. Donc, quand on les définit par rapport à leur vision de l'extérieur, les Romans, les Alémaniques et les Tessinois sont différents. Quand on les interroge sur des questions intérieures, là, en tout cas, le Röstigraben n'existe plus. Le Tessin, il faut quand même y revenir. Le Tessin, a priori, n'a pas de grande ville cosmopolite, n'a pas de métropole. Il se comporte d'une manière qui résiste à l'analyse du géographe, le Tessin. Non, mais simplement, il faut bien prendre en compte justement cette tradition étatiste des Latins, ce rapport à l'Italie, et puis la question du rapport général avec l'altérité. Et là, à ce moment-là, le fait que le Tessin, justement, soit plutôt un périurbain milanais, ça le situe aussi dans ce nouveau rapport de ce qu'on appelle dans notre jargon les gradients d'urbanité, c'est-à-dire, dites-moi où vous habitez en ville ou au bord de la ville, et je vous dirai pour qui vous votez, et même plus généralement, qui vous êtes. Ouais, le gradient d'urbanité, voilà, je ne connaissais pas ce terme, Jacques Lévy. On a des élections américaines aujourd'hui, et là aussi, c'est vrai que traditionnellement, quand on regarde les cartes, elles sont rouge et bleu, avec parfois quelques États grisés, ce qu'on appelle les swing states, les États indécis. Ouais. Est-ce que cette fin de la distinction qu'on faisait encore en Suisse entre roman et alémanique vaut aussi pour les États-Unis? Est-ce qu'on est là aussi aux États-Unis dans une opposition de plus en plus entre centre urbain et périurbain? Est-ce que ça vaut aussi pour ce pays-là? Ah, c'est encore plus marqué aux États-Unis. Disons que la carte de Trump, c'est la caricature de la carte de l'UDC. Je peux déjà vous l'annoncer. Vous nous annoncez le résultat, quoi. Oui. Enfin, le résultat, attention à la Floride. Hein. Ouais. Mais, 29 grands électeurs, la Floride. On sait que ça a compté il y a 16 ans. Ouais. Mais effectivement, depuis, disons que c'est une évolution qui s'est marquée depuis Kennedy, en fait, parce que le Parti démocrate a perdu les États racistes du Sud, et du coup, peu à peu, et ça a été très clair avec les 2 élections d'Obama, on a vu apparaître une opposition, mais très massive, avec des scores vraiment énormes d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire par exemple des 90% dans les quartiers centraux des villes pour Obama, mais des 90% pour ses adversaires dans le périurbain texan. Donc on a une société profondément divisée, et on retrouve cela aussi en Europe, en Autriche, aux Pays-Bas, en France. Donc c'est un phénomène en effet très très massif à l'échelle du monde occidental, c'est-à-dire le fait que peut-être parce que les gens choisissent plus l'endroit où ils habitent qu'autrefois. Du coup, le fait de les saisir
selon leur localisation, nous dit beaucoup de choses sur ce qu'ils sont et du coup sur leur vote, puisque le vote c'est quand même un acte social important. Et là, du coup, on se dit que pour la Suisse, pour les États-Unis, la France, l'Autriche, etc., la carte électorale n'est plus du tout adaptée à cette nouvelle entre guillemets, donne géographique, ce que la géographie permet magnifiquement avec ses cartes, cette géomatique qu'on connaît depuis 20 ou 30 ans, nous montre qu'au fond, les cartes électorales et même les institutions politiques ne sont plus du tout adaptées à cette nouvelle donne. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, alors du côté des cartes, c'est vrai que le fait d'utiliser des nouvelles techniques de visualisation, comme le cartogramme, c'est-à-dire qui met en rapport les quantités de population avec le thème de la carte, par exemple. C'est ce qui est sorti de l'étude dont on parle d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, absolument. Et donc on voit des choses qu'on ne verrait pas avec une carte classique. On voit notamment le poids des villes, parce qu'en surface, les villes représentent peu de choses. Donc si on prend une carte classique, on voit juste quelques petits points, et donc on ne se rend pas compte que des masses de population sont concernées. Donc oui, c'est vrai, la cartographie joue un rôle dans notre prise de conscience que quelque chose a changé. Pour ce que vous disiez aussi, c'est vrai que la carte politique, au sens, la carte de la répartition des pouvoirs, montre son décalage avec la carte électorale, la carte des votes, la carte des attentes. Oui, ce décalage, il est patent dans beaucoup de pays, mais en particulier en Suisse, où le système fédéral à 3 niveaux ne correspond plus à la répartition des habitants et au découpage, disons, d'entités fonctionnelles. Donc c'est vrai que ça pose un problème. Commune, canton et confédération. D'ailleurs, dans cette étude, vous allez jusqu'à évoquer la question du poids des cantons lors des votations. Vous remettez en cause le système bien connu de la double majorité, les petits cantons qui seraient avantagés. Donc au fond, est-ce qu'on a le droit maintenant aujourd'hui, quand on lit cette étude et quand on regarde les cartes, est-ce qu'on a le droit de conclure que Nidwald ne devrait pas peser autant que Genève, Jacques Lévy ? Ça, c'est Shin Koseki qui dit ça. Moi, je serais plus prudent dans la mesure où, effectivement, s'attaquer frontalement au système, notamment au système de contre-pouvoirs territoriaux qui sont assez classiques dans tous les dispositifs fédéraux, c'est un gros morceau. Ce qu'on peut imaginer, c'est ce serait cohérent, non ? Oui, ça serait cohérent, mais en même temps, il faudrait peut-être redécouper les cantons dans ce cas-là, pour garder quand même le principe du contre-pouvoir territorial de la Chambre des États, en fait. Cette fameuse Suisse à 9 ou 10 cantons que certains appelaient de leur vœu il y a quelques années. Je me souviens de Pierre-Alain Rumlé qui était dans le développement territorial. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? Oui, sauf que justement, le système est verrouillé par les cantons qui bénéficient de cet avantage, disons, antidémocratique, puisque c'est pas un homme, une voix. Antidémocratique, vous dites ça. Antidémocratique au sens propre du terme, puisque c'est pas, chaque citoyen ne pèse pas le même poids. Comme disait Orwell, tout le monde est égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que les autres. Certes. Et donc, effectivement, il y a un problème, mais c'est pas forcément en changeant le double pouvoir entre le Conseil des États et le Conseil national qu'il faut intervenir peut-être davantage en incitant à des coopérations de plus en plus renforcées avec tous les cantons qui en fait participent de la même aire urbaine. L'aire urbaine de Zurich, elle comprend plusieurs cantons. Là, on connaît bien les problèmes de l'arc lémanique. S'il y avait quelque part un dispositif permettant de discuter, par exemple, de la mobilité dans l'arc lémanique, peut-être qu'on n'en serait pas là avec les trains bondés tous les matins. Donc, il me semble qu'il y a des voies qui ont été aussi facilitées par l'action au niveau fédéral. L'arrêt a joué un rôle très utile en stimulant les politiques d'agglomération, parce qu'en fait, la Suisse urbaine, cette mégalopole dont vous parliez, c'est quasiment la Suisse dans son ensemble. Donc, s'il y a un niveau qui devrait être compétent pour gérer l'ensemble de la Suisse urbaine qui est très connectée, c'est le niveau fédéral. Oui. Donc ça pose aussi des problèmes spécifiques, puisque la partie est presque aussi grosse que le tout. Oui, mais enfin, il faut quand même réfléchir à une explosion des frontières cantonales, non ? Ça, ce sera une réflexion inévitable. Quand on voit, par exemple, que sur certains objets, par exemple la réforme de l'imposition des entreprises soutenue par les cantons, mais pas par les villes, ben là, cette opposition est véritablement frontale. Donc là, bon, vous disiez, il ne faut pas aller jusqu'à faire exploser
exploser le système, par exemple, que certains représentants urbains aient un siège au Conseil des États. Mais enfin, ces oppositions-là vont se manifester de plus en plus clairement encore ces prochaines années. Donc, à part le volontarisme de mettre des régions ensemble, la grande région lémanique, etc., qu'est-ce qu'on pourra faire de plus? Il y a un moment, il faudra que ce système se déverrouille, non? Est-ce qu'on pourra le déverrouiller? Il se déverrouillera, à mon avis, s'il y a un mouvement bottom-up, c'est-à-dire si ce sont les citoyens... La société civile, comme on dit, oui. Exactement, des régions concernées, qui se prennent en main. Et là, par exemple, il faudrait que les Lausannois et les Genevois arrêtent de se mépriser mutuellement. Oh non, mais c'est plus le cas, ça. C'est plus le cas? Non, je crois pas. En tout cas, pas vu de Lausanne. D'accord. Et est-ce que c'est pas quand même un peu la fin du fédéralisme, ça aussi, Jacques Lévy? Le fédéralisme ne serait plus totalement visible sur ces cartes de géographie? Il y a un paradoxe du fédéralisme, c'est que le fédéralisme, dans son principe, est tout à fait à l'écoute justement de la réalité des échelles différentes de légitimité politique, mais en pratique, le fédéralisme, il est difficile à changer, puisque justement, il n'y a pas d'autorité supérieure qui peut dire, bon ben voilà, je rebats les cartes, je réorganise les découpages. C'est du coup très difficile. Aux États-Unis, par exemple, personne ne songe à changer le découpage des États, mais un peu par hasard, par le hasard de l'histoire, il se trouve que les petits États sont aussi des États urbains. Enfin, pour partie, presque la moitié aussi des États urbains. Alors qu'en Suisse, on a le problème d'avoir des cantons qui sont en fait des morceaux d'aire urbaine qui jouent personnellement, de façon corporatiste, par exemple sur le plan fiscal, alors qu'ils n'ont pas la charge d'agglomération qu'ont les villes-centres. Et donc ça, c'est un système qui, politiquement, est extrêmement malsain. Donc c'est vrai qu'il faudrait faire quelque chose, mais bon, quel est le premier pas? Quel est le bon levier? Là, la société civile, vous l'avez dit, c'est le bon levier. Je pense que ça ne peut venir que de là, oui. On va commenter un ou deux articles de presse dans un instant, mais on l'a appris la semaine dernière, les 10 plus grandes villes de Suisse envisagent d'organiser ensemble une nouvelle grande exposition nationale. Jacques Lévy, dans 10 ou 15 ans, ce serait la première fois qu'un événement couvrirait l'ensemble du territoire. Il y avait eu les 3 lacs il y a 14 ans. Ça pourrait être une manière d'incarner cette mégalopole helvétique qu'on décrit? Oui, effectivement, hein, parce qu'il y a le niveau de la société civile, je dirais, le niveau du citoyen de base, mais il y a aussi le niveau des gouvernements urbains, des municipalités, et ça peut être utile pour rendre visible ce réseau urbain qui existe, qui n'existe pas seulement comme virtualité, mais qui existe parce qu'il y a beaucoup de connexions en pratique entre les habitants de ces villes. Donc si elles disent « nous existons », nous faisons quelque chose, ça va sûrement dans le bon sens. Alors, les 2 articles de presse qu'on a sélectionnés, Esther Coco et Valérie Drousse sont avec nous. La cherté du train profite à la voiture. C'est un constat que font plusieurs journaux romans ce matin, Valérie Drousse. Oui, cette inquiétude depuis quelques années de l'association Transport et Environnement, l'ATE, a trouvé cette fois-ci un écho. Monsieur Prix, Stéphane Meyer-Hans, fait part de ces mêmes craintes à lire dans La Liberté, Le Nouvelliste, Le Courrier ou encore les journaux neuchâtelois. Selon l'ATE, le prix des billets augmente chaque année, alors que pour les voitures, elle profite des prix bas du pétrole ou d'une vignette autoroutière qui, elle, n'augmente pas. Dans un rapport, Monsieur Prix montre les chiffres. Le prix du billet, abonnement compris, a augmenté de plus de 50% depuis 1990, alors que l'indice des prix à la consommation affiche plus 29% et celui du coût d'une voiture d'un peu plus de 20% seulement. Du côté des transports publics, on explique que si les transports renchérissent, c'est aussi parce que les prestations prennent l'ascenseur avec les exigences de la société et des milieux politiques en termes de cadence, de confort et de sécurité. Est-ce qu'on marche pas un peu sur la tête là que le train soit trop cher et que ça profite à la voiture en 2016, Jacques Lévy? Oui, il y a en effet un débat sur la scène publique entre 2 options. Est-ce qu'on veut aider les transports publics à augmenter leur part de marché, ou est-ce qu'on veut diminuer la mobilité dans son ensemble? Donc c'est sûr que ce ne sont pas 2 stratégies compatibles. Il y a tout un courant consistant à dire qu'on va augmenter les prix des transports publics pour avoir un effet dissuasif sur la mobilité elle-même. Donc là,
les modes comme l'automobile qui ne pratiquent pas cette stratégie, puisque les prix sont stables, vont être avantagés. Donc ça, c'est effectivement l'effet le pervers. risque. C'est l'effet pervers du fait qu'en gros, on n'arrive pas à répondre à la demande. C'est-à-dire qu'on n'a pas investi suffisamment dans les transports publics. Et je pense notamment, pour relier ce débat à notre discussion précédente, il n'y a pas de train rapide entre Genève et Saint-Gall. Il y aurait pu, il y a eu la belle idée de Suisse Métro dans les années 70-80. Métro, mon collègue Daniel Mange fait un gros travail pour montrer que un TGV Genève-Saint-Gall, ça coûterait beaucoup moins cher que les tunnels alpins, et au passage, ça dégagerait énormément de place pour les transports à moindre portée, qui sont les transports quotidiens de la majorité des Suisses. Donc tout ça, c'est lié. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas un projet d'ensemble pour faire de cette mégalopole suisse une réalité en termes de mobilité, ça a des effets sur l'incapacité à répondre à la demande, et du coup, ça met les autorités devant un dilemme, c'est-à-dire en fait de devoir dissuader les gens de prendre les transports publics parce que l'offre est insuffisante. Alors ça, c'est la une du Tages Anzeiger. C'est aussi une question d'urbanisme. Tout à fait. McDonald's, Esther Coco, va quitter la Bahnhofstrasse zurichoise. Oui, beaucoup de Zurichois ont sans doute l'habitude de fréquenter ce fast-food américain qui, depuis 30 ans, a pignon sur rue dans le bâtiment de Manor à la Bahnhofstrasse. Ce McDonald's propose 130 places assises et représente un des restaurants de la chaîne les plus rentables de Suisse, mais il fermera ses portes définitivement à la fin mars 2017. En cause, le propriétaire du bâtiment, Swiss Life, n'a pas prolongé le contrat de bail car l'assureur veut transformer le bâtiment et mettre des boutiques du rez-de-chaussée à l'étage supérieur. Le chef du marketing de McDonald's Suisse se dit préoccupé aussi par l'évolution des loyers au centre-ville. Ils prennent l'ascenseur et deviennent inaccessibles pour la restauration, une branche à faible marge. Or, pour maintenir une vie citadine vivante, il est central que des magasins ou des restaurants offrent des services accessibles à toutes les couches sociales de la population. Commentaire du géographe sur ce sujet. Oui, c'est amusant parce que ces derniers jours, j'ai été sollicité à propos d'un événement majeur qui ne vous a pas échappé. C'est la transformation du buffet de la gare de Lausanne en un restaurant végétarien appartenant à une chaîne alémanique. Et donc, certains ont dénoncé la banalisation de l'offre commerciale. Alors là, donc, ça devrait les rassurer puisque oui, c'est vrai. McDo... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, les restaurants de type fast-food s'accommodent très bien des prix élevés de l'immobilier, parce que même si leurs marges sont faibles, ils ont un tel volume qu'ils arrivent à encaisser en fait les prix de l'immobilier des centres-villes. Donc là, c'est peut-être une exception. En revanche, ce qui est vrai, c'est que peut-être pas dans la Bahnhofstrasse, mais dans d'autres quartiers de Zurich, il y a aussi une diversité de l'offre avec des entreprises locales. Donc une ville qui marche bien, qui fonctionne bien, elle attire aussi des offres originales, y compris d'ailleurs la nouvelle offre du buffet de la gare de Lausanne, qui à mon avis va remplacer avantageusement le restaurant un peu fatigué qui existait mais qui plaisait à beaucoup de nostalgiques avec son mobilier. On va tester tout ça, Jacques Lévy. Voilà pour ce commentaire personnel. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce matin, géographe et urbaniste à l'EPFL, directeur du laboratoire Coros. Excellente journée et bonne nuit d'élection américaine. Je suis convaincu que vous la suivrez avec nous, probablement.